Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je suis avec Agathe. Salut Agathe. Salut Victor, merci pour l'invitation. Je te remercie, c'est une amie en commun qui nous a mis en relation. Je profite d'être à Dubaï pour faire un tour de l'IMO de Dubaï et de ce que j'ai compris, tu es une craque de l'IMO de Dubaï. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Bien sûr, donc moi je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et moi-même j'ai investi ici dans une dizaine de biens sur les 10 dernières années et j'ai fondé l'agence Dubaï pour accompagner les investisseurs étrangers dans leur parcours d'investissement IMO ici. Alors c'est super, tu as une chaîne YouTube que je trouve très bien. Je suis passé sur ta chaîne YouTube, j'ai regardé les vidéos. On va en parler aujourd'hui. On va parler de 3 choses avec toi. On va revenir sur qui t'es, un peu ta vie perso et qu'est-ce qui t'a emmené à vivre ici pour que les personnes puissent se projeter. On va ensuite parler de ton business rapidement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un business à Dubaï et justement ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu as fait qui a bien marché, moins bien marché pour faire un petit feedback de ceux qui veulent faire du business. Et enfin, le gros du sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait à Dubaï ? Est-ce qu'on peut investir à Dubaï ? Est-ce qu'on peut investir avec 100 000 euros ? Est-ce qu'il faut 1 million ? Comment ça marche ? Quelles sont les différences ? Donc, on a un sacré programme. J'ai noté plein de questions pour toi que je t'ai shooté ce matin. Et on se lance direct. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens ? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je suis née en région parisienne, en banlieue parisienne, à Sarcelles. Et j'ai fait des études assez classiques. Je suis allée à la fac. J'ai fait éco-gestion, maîtrise sciences de gestion. Et ensuite, un master en marketing, relations publiques. Donc, le truc assez classique. J'ai 42 ans. Donc, c'était le genre de choses qu'on faisait il y a 15-20 ans. Après, c'était avant l'arrivée des réseaux sociaux. C'est vrai, ça paraît... on a l'impression d'être des dinosaures quand on dit ça. Mais c'était complètement différent, le marketing, il y a 20 ans que maintenant. Donc, j'ai fait des études dans ce domaine. Et j'ai bossé dans la finance à Paris pendant 5 ans. Et ensuite, très rapidement, je suis partie à Dubaï. Ok, et pendant ces études-là, tu as bossé en finance, mais tu faisais quoi ? Du coup, du marketing en finance, c'est ça ? Pas du tout. Donc, j'ai fait des études en marketing et ensuite, j'ai commencé, tu sais, à l'époque, des sociétés de services, les CS2I, on appelait ça avant. Je crois que maintenant, c'est ESN, voilà. Ouais. Et j'ai eu ma première mission en finance de marché. Et ensuite, je suis devenue business manager, donc commercial, en finance de marché. Et mon rôle, en fait, c'était de recruter des consultants pour bosser sur les desks de trading. Rien à voir avec le marketing, rien. Ouais, mais souvent, quand on faisait des études de marketing, en réalité, on finissait pas dans le marketing. Je pense que tu as eu plein de potes aussi à cette année-là. Ouais. On faisait tous ça. Et au final, on finissait dans totalement autre chose, souvent l'informatique, souvent la finance, les RH, etc. Oui, c'est tout ce qui est recruté à l'époque. D'ailleurs, c'est après... Je pense, mais ça, c'est plutôt un détail sur l'éducation. Le marketing, si on devient bon en market, et je pense que tu le vois dans ton business, c'est hallucinant combien on peut faire de thunes, comment ça peut marcher, etc. Sauf qu'en fait, les études de market, même aujourd'hui, c'est pas trop... ça t'apprend pas vraiment que le marketing est un truc vraiment puissant. Enfin, tu sais pas faire, quoi. Tu sors d'études et tu sais pas trop... C'est un peu le système de notre système... c'est un peu le problème de notre système scolaire aussi. Tu vois, on t'apprend pas à parler anglais. Pourtant, tu fais de l'anglais pendant, 10 ans, mais tu sors d'école, tu parles pas anglais. C'est pareil, tu fais un master en marketing, mais tu sais pas réellement en faire. Ce qu'on nous apprend, c'est des choses très macro. Comment créer un produit, comment détecter un besoin, etc. Et au final, quand toi, tu es junior et que tu arrives en entreprise, c'est pas du tout ce que tu vas faire. Ah ouais. Et encore une fois, apprendre le marketing avant l'invention des réseaux sociaux, aujourd'hui, tout passe par ça. Donc, tu étais complètement à l'ouest, en fait. Tu sais pas du tout... imagine aujourd'hui faire une campagne marketing sans les réseaux. Nous, à l'époque, on était en mode stratégie média, événementiel... Et aujourd'hui, ça, c'est une petite partie du marketing en réalité. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense que tu es un peu décalé. Notre génération, on est de la génération un petit peu entre les deux. Bon, mais on est encore jeunes, je crois. On va encore y... autre élément, est-ce que tes parents, ils avaient de la thune ou pas ? Non, pas du tout. Mon père, il est de République tchèque. Donc, il est arrivé en France, il avait une 20aine d'années. Et ma mère, elle est française, corse. Et pareil, la famille est arrivée en région parisienne il y a quelques années. Donc, ils sont arrivés, ils bossaient, mes grands-parents, sécurité sociale, fonctionnaires, etc. Et mes parents, ils avaient des boulots. Mon père, photographe, et ma mère, prothésiste dentaire. Donc voilà, des boulots, non, pas du tout d'argent. Et surtout, aucune culture financière. Locataire à vie, voilà. Pas du tout d'argent de côté. Mais tu le vivais comment, ça allait ? Ouais, moi j'ai très bien vécu. On vivait en banlieue parisienne, donc du coup c'était un endroit où il n'y avait pas non plus de gens aisés, etc. Donc nous on était dans la classe moyenne, on va dire, de notre cercle.
social. Et moi, je l'ai très bien vécu. Après, c'est vrai que ça te donne aussi un peu une façon de trouver toi-même, de te trouver des solutions. Tu as envie de partir en vacances, tu bosses l'été. Tu as envie de t'acheter une voiture, tu bosses l'été. Et moi, c'est quelque chose qui me semblait tout à fait normal. Donc, j'en ai pas souffert parce que tout le monde autour de moi vivait un peu la même histoire. Donc, voilà. Alors, indirectement, j'aime beaucoup Sarcelles. Je fais beaucoup d'invest à Sarcelles, d'ailleurs. C'est vrai ? En ce moment, Où ça ? Dans Sarcelles. Alors, il y a différentes strates. Soit c'est... je regarde des maisons, donc là, il faut s'éloigner un petit peu. Sinon, dans le centre de Sarcelles. Les quartiers... Alors, c'est bon, je fais pas mal d'invest, mais je connais pas les quartiers. Je vois juste les zones où je fais des invests. Et donc, il y a plein de particularités. Moi, j'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup Sarcelles. Ça fait peur à beaucoup de monde. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas mal. Après, il y a beaucoup de copros qui... les gens payent plus leur chauffage. Il faut faire attention. Il y a quand même des petites astuces à avoir quand on fait des invests là-bas. Il y a le marché qui est vraiment pas mal aussi. Mais en tout cas, je ne connaissais pas du tout avant l'année dernière, en fait. Pour tout te dire. Ah ouais, c'est hyper drôle. T'es la première personne que je rencontre qui investit à Sarcelles. Parce qu'effectivement, c'est un nom qui fait un petit peu peur. Mais au final, moi, j'ai eu une jeunesse et une enfance géniale. J'ai grandi au milieu de plein de cultures différentes. C'est une ville où il y a beaucoup de talent. On a la culture de la débrouille. Donc, de mes 0 à 20 ans, moi, je suis restée là-bas. Et ensuite, je suis allée sur Paris, etc. Parce qu'à un moment donné, t'as envie de sortir un peu aussi de ça. Mais que des bons souvenirs. Ouais, c'est marrant, je te le dis. Ok, donc là, tout de suite, donc vision de l'argent, est-ce que tu t'es dit, ça devient d'où ta niaque, où tu t'es dit, ok, est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent ? Je pense que oui. Ouais. Ça t'est venu à quel moment ? Est-ce que tu avais ça quand tu étais ado ? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit... Enfin, comment tu vois l'argent ? Comment tu t'es dit que tu allais... l'argent, c'est une façon d'acquérir... d'avoir de la liberté, en fait. C'est pas l'argent pour l'argent. On n'est pas Picsou. On compte nos sous tous les jours sur notre compte en banque. Le but, c'est de ne pas devoir compter, avoir envie de partir en vacances quand tu veux, avoir envie de pouvoir t'acheter ce que tu veux, etc. Et très, très vite, moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à travailler... Donc, quand j'ai si tu veux, fait mes études, j'ai été confrontée là par contre à d'autres classes sociales, des gens qui étaient beaucoup plus aisés que moi, et je me suis dit moi je veux gagner beaucoup d'argent, je veux faire carrière parce que je veux pouvoir m'offrir ça. Et surtout que quand tu viens d'un milieu un peu modeste, c'est un peu un goal en fait de te dire je peux m'offrir des choses de marque. Tu as une vingtaine d'années, c'est un peu immature, mais c'est normal, je dirais. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, non, mais là, par contre, c'est pas possible. Là, je voyais plus du tout le matériel, mais je me disais, je veux investir et je veux arrêter de travailler le plus tôt possible. Yes. Alors, mais pourquoi Pour plusieurs choses. En fait, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas rester 40 ans. Tu peux pas rester 40 ans comme ça, à travailler, à devoir demander quand tu veux prendre tes vacances, à commencer à être un peu stressé le dimanche matin quand tu te lèves en te disant demain c'est lundi. Moi, j'avais l'impression d'être en mode métro, boulot, dodo. D'être en apnée en fait du lundi matin au vendredi soir et de même pas profiter de tes week-ends du coup parce que il faut s'occuper de... Enfin, t'es dans un... Le lundi, tu attends le week-end et puis à ton retour de vacances, t'attends les prochaines vacances. C'est pas une vie en fait. Et aussi, j'étais hyper frustrée par le fait de me dire je sais pas à quel âge je vais arrêter de travailler. C'est pas moi qui vais avoir le pouvoir sur ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va me dire t'as fait tant d'années, ça y est, t'as assez travaillé, donc maintenant tu as le droit de t'arrêter. Donc c'est quelque part mettre mon destin dans la main de quelqu'un d'autre, l'État, et ne même pas savoir ce que tu vas avoir à la fin. Quand tu demandes à tous les gens t'auras combien toi en retraite, il y a très peu de gens qui sont capables de te dire combien. Je sais pas si tu fais cette expérience. Je suis d'accord. De toute façon, vu que les règles changent en plus. Voilà, les gens ne savent pas quand ils vont s'arrêter et ils ne savent pas combien ils auront. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace de prendre en main cette chose-là, ton après-travail, et de se dire, moi, quand j'estime que j'ai assez pour vivre, je m'arrête. C'est moi qui décide de combien j'ai, c'est moi qui décide de quand j'arrête, et c'est toi qui reprends le contrôle sur ta vie, en fait. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Tu prêches un grand convaincu. T'as quel statut ici à Dubaï ? Ici, visa, tu veux dire ? Global, ouais. Visa, est-ce que comment ça marche ? Ici, il faut avoir un visa de résident, puisqu'on ne peut pas acquérir la nationalité émirati. Elle est juste par filiation, en fait. Donc, on a des visas. Tu peux avoir un visa qui est mis en place, qui est payé par ton employeur si tu es salarié. Tu peux avoir un visa par ton mari ou par ta femme, ou comme moi, par investissement. Donc moi, j'ai un Golden Visa. C'est un visa de 10 ans qui est sur base d'investissement. Quand tu as minimum 500 000 € d'investissement immobilier ici sur les Émirats, tu peux avoir ce visa-là.
Ok, donc c'est 500 000 euros. Là, j'ai fait une transition un peu abrupte. C'est à partir de quel moment tu te dis, ok, je lâche mon taf, je pars à Dubaï. Moi, je suis venue en vacances ici voir une amie. Ok. J'étais pas du tout attirée par Dubaï à la base. C'était en 2010, la première fois que je suis venue à Dubaï. Donc ça va faire 16 ans. Ouais, un peu comme moi, ça ressemblait pas du tout à ça. Hein. Oh, quand même, je trouve. Si, en fait, alors, pardon, je vais reprendre la partie Burj Khalifa, etc. Oui, les malls, oui. Mais moi, j'ai pas du tout. Alors, je me rappelle peut-être plus. Peut-être que toi, tu as vu les évolutions, mais vu que moi, je suis venu à ce moment-là, je suis revenu maintenant sur la partie marina. En fait. Ouais, la moitié de la marina a été construite à ce moment-là, effectivement. C'est ça. Moi, je suis dans la partie qui n'existait pas, tu vois. Ouais. Et du coup, là, le bon hôtel en ce moment. Et du coup, quand je suis venu, je me suis dit, attends, ce truc-là, tu sais, je regardais mes anciennes photos. Et sur les plages, alors je sais plus lesquelles, on voyait la marina de loin. Et je me disais, et je compte le nombre de gratte-ciel qu'il n'y avait pas, tu vois. Et en fait, il y en a quand même pas mal qui ont. Ah non. Ouais. Effectivement, moi, quand je suis arrivée à Downtown, quand je suis arrivée à Dubaï en 2013, effectivement, il y avait peut-être une dizaine de tours à Downtown, 10-15 tours. Aujourd'hui, on a plus de 100. Voilà. C'est pour que tout le monde. C'est pour ça que moi, je le vois, tu vois. Donc, la ville s'est développée, mais je trouve qu'au final, il y a 15 ans en arrière, j'ai pas connu Dubaï avant, moi je suis jamais venue dans les années 2000, mais je trouve qu'il y a 15 ans en arrière, on avait quand même déjà la même vibe, on avait les quartiers qui étaient pareil, même s'ils étaient encore au début de leur développement, on était sur le même esprit en fait, hyper accueillant, tourné sur l'entrepreneuriat, très cosmopolite, très sécurisé, propre, etc. Donc les fondamentaux de Dubaï, je trouve qu'ils étaient déjà là, et après effectivement, ça s'est beaucoup développé. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je suis pas la bonne personne parce que quand j'étais venu avec des potes libanais en fait qui ont quitté le Liban parce que ça se passait pas bien. Ben, en fait, c'est un peu ça. D'ailleurs, le repère de Dubaï, j'ai l'impression, surtout aujourd'hui, dans mon hôtel, par exemple, il y a énormément de Russes. À un moment, quand il y avait des problématiques avec le Liban, les Libanais sont venus à Dubaï s'installer. Donc moi, j'ai beaucoup de potes libanais à Dubaï. Et en fait, j'ai l'impression que Dubaï, et c'est peut-être un attrait, on en reparlera pour l'investissement IMO, mais c'est un peu une safe place, quoi. Et à un moment, tu te dis, et là, ça va être une transition aussi sur la France, où en ce moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer, tu vois, et on se dit, attends, si j'ai un peu d'argent, pourquoi pas aller à Dubaï, safe place, au moins je peux emmener mes enfants, je peux vivre. Alors, il y a des points positifs, mais des négatifs aussi, mais au moins, j'ai un endroit où j'ai l'impression que ça va, c'est bien. Exactement. Je ne sais pas si on va y revenir après, mais moi, j'ai mon agence depuis plus de 5 ans maintenant. Et avant, Dubaï, il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, même 2 ans, c'était perçu comme un investissement un petit peu exotique, avec du risque et des gros rendements. C'était un produit de diversification. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on voit des gens qui viennent avec famille, enfants, et qui viennent s'installer à Dubaï parce qu'ils se sentent plus sûrs, en fait, en France, que ce soit pour eux, leur sécurité au quotidien. Ils ont peur de kidnapping, ils ont peur d'avoir des homejacking, des choses comme ça. Et aussi pour leur argent. Ils ont l'impression que leur argent n'est plus en sécurité en France, qu'ils ne peuvent pas en disposer comme ils veulent, que chaque semaine, on leur pond une nouvelle taxe et ils flippent et ils partent à Dubaï. Ouais, les Français. Les Français, ouais, je suis tout à fait... Et ça, c'est très, très nouveau. C'est genre 1 an. Un an en arrière. Est-ce que tu as beaucoup d'Allemands? Parce qu'il y a un truc, donc moi j'étais pas mal dans l'univers crypto, et dans cet univers-là, moi je pensais que les Allemands, ils étaient encore un peu protégés, tu vois, en Europe. Et j'ai rencontré pas mal de gars d'Allemands qui m'ont dit, écoute Victor, en fait, les problèmes que vous avez en France, nous, ça s'est dégradé hyper vite, et finalement on a les mêmes problèmes aujourd'hui, mais en 2 ans, ça s'est dégradé. Alors que nous, la France, on a quand même connu une dégradation, enfin ça fait longtemps qu'on voit que ça c'est en train de péricliter, peut-être 10-15 ans, on voit que les problèmes augmente finalement. Et en Allemagne, ça s'est accéléré rapidement. Est-ce que tu as des Allemands? Parce que je n'en ai pas croisé beaucoup. Oui, moi, j'en ai pas parce qu'ici, c'est assez communautariste à Dubaï. Les Indiens bossent avec les Indiens, les Russes avec les Russes, les Allemands avec les Allemands, etc. Mais oui, en Europe, on a beaucoup d'Allemands. Dans la clientèle européenne qui vient investir à Dubaï et s'installe à Dubaï, il y a beaucoup d'Allemands, Néerlandais et Italiens aussi. Ouais, ça, on les voit pas. Et Français, je pense beaucoup. Et Français, énormément. Mais après, moi, je suis biaisée parce que moi, je vois que les Français. Moi, j'ai des Français, des Belges et des Suisses. Mais Français, c'est la grosse majorité. Quand tu es venu ici à Dubaï, du coup, ça s'est passé donc, tu as décidé à un moment, OK, mon taf, il faut que je fasse du business peut-être parce que ça va plus gagner. Tu peux me parler de cette transition où tu t'es dit, OK, j'arrête mon taf, je viens à Dubaï. Comment Alors, ça non, pas du tout. Moi, je suis venue en vacances à Dubaï. J'ai adoré la vibe et je me suis dit, en fait, quand tu habites dans un 45 mètres carrés à Paris, je gagnais très bien ma vie dans la finance. J'avais 27-28 ans, je gagnais 8-10 000 euros par mois. C'était énorme. C'était un salaire qui était énorme à cette époque-là. Surtout il y a 15 ans. Il y a 15 ans, donc équivalent d'aujourd'hui, je sais pas. Enfin, il y a pas 15 ans, mais il y a 12-13 ans.
Je sais, il faut regarder, mais peut-être 12-15 000 aujourd'hui. Ouais, voilà, c'était très bien. J'habitais en plein cœur de Paris, dans le 9e. J'avais une très bonne vie. Mais enfin, je croyais que j'avais une très belle vie. Mais quand tu viens ici en vacances et que tu vois ta pote qui vit dans un compound, qui a une nanny. C'est quoi un compound pour ceux qui nous écoutent ? Un compound, c'est un petit lotissement. Okay. Avec des maisons, jardins, et avec des équipements type cours de tennis, piscine, etc. Et toi, tu es dans ton 45 mètres carrés à Paris et tu as l'impression déjà que tu es arrivé, tu te crois arrivé en fait. Et tu te dis non. Pas du tout en fait. Marche, ouais. Et que tu vois la vie où tout est facile, tu vas au resto, tu as un voiturier, ça paraît complètement futile, mais c'est une vie qui est totalement différente, où tu n'as pas de stress, où tu peux laisser ton sac, laisser ta voiture ouverte, tu as une piscine, il fait beau toute l'année, après le boulot, tu vas à la plage faire du paddle. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a une autre vie qui est possible, en dehors du modèle qu'on a eu depuis qu'on est enfant, adolescent, et même école, etc. Et tu te dis, ah oui, il y a une autre vie qui est possible. Et quand je me suis regardée, je me suis vue, moi, dans mon boulot, et j'ai vu que mon N+1, c'était un mec déjà. Ça aussi, c'est pas neutre, tu vois, quand tu es une femme, c'est un peu différent quand même. Un mec de 50 ans. Et je me suis dit, entre moi et lui, il y a une strate, en fait, un niveau hiérarchique. Et si tout se passe bien, peut-être dans 20 ans, j'aurai sa vie. Et sa vie, c'est habiter à 1 heure de Paris... et bosser tout le temps, répondre à ses mails quand il est en vacances. Je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Faut bouger. Et donc je suis partie à Dubaï et j'étais salariée. J'ai trouvé un boulot ici très rapidement et je suis restée ici salariée 6-7 ans. 6-7 ans. Du coup, ce que tu avais déjà à l'époque, tu savais que tu étais performante. Tu avais un job plutôt commercial, du coup. Oui, j'avais un job commercial et ultra... challenging. Ouais. Il faut savoir que dans la tech, même aujourd'hui, mais ceux qui placent des personnes, on peut effectivement très très bien gagner sa vie, mais c'est très challengeant, il faut être très people aussi. Mais ce que je veux dire, c'est... Donc, tu savais que tu étais successful, tu as démarré de rien, donc tu avais confiance en toi. Tu savais que tu pouvais faire de la thune. Aussi, ça change beaucoup, parce qu'il y a des gens qui sont très bons dans un domaine, mais ils n'ont pas accès à l'argent. Donc toi, tu avais accès à ça. Tu as eu la désillusion, alors j'ai exactement le même que toi, tu regardais ton N+1 et tu te dis, ça va pas le faire, quoi. Et là, et côté couple, c'était important pour toi ou pas, ou t'étais... Parce que... Moi, j'étais déjà en couple, donc je me suis mariée juste avant de venir. D'accord. Pareil, pour des raisons de visa et tout, je me suis dit, comme ça, s'il y en a un qui trouve un boulot et l'autre non, on pourra sponsoriser mutuellement. Et en fait, tu dis, j'avais confiance en moi. Oui et non, puisqu'au final, ça l'aurait pas fait, je serais revenue et puis c'est pas grave, tu vois. Oui, mais est-ce que tu pensais ça déjà ? Non, mais est-ce que tu... Voilà, non, parce que tu vois, en fait, là c'est hyper biaisé. Quand tu fais un... Ouais, je vois, mais en fait, c'est hyper biaisé parce que maintenant, tu vois, je parle avec toi d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui peut être biaisé, c'est ceux qui nous écoutent. Tu vois, tu sais, aujourd'hui, tu vas te dire j'y vais et c'est pas grave. Alors, tu peux avoir cette mentalité-là dès que tu commences. Genre, t'y vas et ça marche pas, c'est pas grave, tu reviens. Sauf qu'en réalité, et moi, je le dis principalement sur moi, en fait, ce que je vais dire aujourd'hui, mais je pensais pas du tout comme ça avant. Tu vois, la vraie question, c'est comment tu l'as vécu à l'époque. C'est vrai que moi, à l'époque, effectivement, j'ai eu aucun doute. Je me suis dit, je pense que on pourrait être super heureux là-bas. Après, on n'est pas parti, on n'a pas brûlé les bateaux non plus. Je suis restée en très bon terme avec la boîte dans laquelle je bossais. On a mis notre appartement en sous-location à un ami à nous parce que trouver un appart à Paris, c'est très compliqué. Donc, on s'est dit, au pire, si on doit revenir, on peut reprendre notre vie là où on l'a laissé. Mais c'était pas une option du tout. C'était on part à Dubaï et on déchire tout à Dubaï. Et ton compagnon, comment ça s'est passé ? Tu lui as fait découvrir Dubaï ? Ouais, on est venu en vacances. Je lui ai dit on va aller vivre à Dubaï, donc il faut d'abord que tu vois à quoi ça ressemble. On est venu 1 semaine, il a adoré. Lui il bossait dans le luxe, donc il a dit ma femme a trouvé un boulot à Dubaï, il faut que vous me mutiez là-bas. Et ils ont trouvé des solutions, donc du coup on est arrivé, lui avec son boulot. Genre LVMH, un truc comme ça. Ouais, il bossait chez Gucci à l'époque. Okay. Et ils ont trouvé l'équivalent de son job ici à Dubaï. Parfait pour lui en plus, parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait besoin. Il y avait quand même toute une phase où Dubaï, il y avait quand même besoin de ramener des gens qui, toujours aujourd'hui, mais des gens qui fassent le taf, quoi. Il galérait un peu, je pense, à cette période-là, à trouver des très très bons profils pour venir. Je sais pas si tu avais... Ouais, il y avait beaucoup de profils plutôt, comme tu dis, Libanais, Indiens, asiatiques, égyptiens, etc. Mais des Européens à cette époque, pas tant que ça. Et c'est resté toujours un petit peu comme ça, malgré tout. Les postes de management, ils sont quand même toujours occupés par des Occidentaux à Dubaï. À part les Libanais, tu me diras. Les Libanais sont assez bien placés ici. Ouais, les Libanais, de toute façon, ils ont ça, la plupart d'entre eux. T'avais quel âge, du coup, quand t'es venu, à peu près ? 29. Donc, t'avais 29 ans.
T'avais déjà fait des invests en France ou pas encore? Ouais, j'avais acheté des chambres de bonne et Ok. des parkings Ouais. parce que c'était pas cher. Ouais. Et parce que les rendements à l'époque sur ces trucs-là, c'était top. Ouais. Donc, j'avais acheté des petits trucs comme ça. Et j'ai vendu, moi, j'ai vendu avant de partir, par contre, parce que j'avais pas envie de gérer ça à distance. Voilà, ouais. Et puis, j'avais pris déjà des petites plus-values. Donc voilà, je me suis dit, je pars. Et j'arrive à Dubaï avec un petit capital. Donc, plus de 500 000 euros, c'est ça à l'époque? Non, pas du tout. J'avais peut-être 200 000. Donc, tu avais 200 000 de côté, où tu te dis, OK, tu as effectivement vendu, et ça, c'est un gros sujet. En fait, quand on s'expatrie, moi, je me pose grandement des questions sur l'IMO qu'on a en vrai, parce que bon, même si c'est délégué, entre guillemets, en réalité, il y a toujours des enjeux, et quand on n'est pas là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, toi, tu as tout vendu. Donc, tu débarques ici, tu trouves un taf, même domaine, à peu près? Non, pas du tout. J'étais commerciale dans la food, dans les produits gastronomiques français, pour les restos ici, restos et hôtels 5 étoiles. Donc, je vendais du foie gras, du caviar, des trucs comme ça. Oh, super. C'était trop bien parce qu'en fait, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, avoir un boulot comme ça, je regardais la carte de Dubaï et je disais, je vais aller au Burj Khalifa, je vais aller au Burj Al Arab. Je regardais les hôtels que je voulais prospecter et tu te fais un réseau de malades, tu découvres la ville. J'ai bossé là-dedans pendant pratiquement 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai jamais payé le resto, en fait. Parce que c'était mes clients, donc ils m'invitaient et puis m'envoyaient des plats dans tous les sens. C'était le bon temps. Ah, c'est génial. Et en plus, c'est bien parce que tu as trouvé, du coup, c'est ce que tu dis, c'est un job où tu es très connecté, en tout cas si tu veux faire de l'IMO, tu es très connecté avec le tissu. Tu bouges beaucoup dans plein d'endroits un peu stratégiques. Et du coup, pour toi, ça te fait tu vois beaucoup de terrain. Parce qu'à un moment, en fait, faut quand même voir du terrain, quoi. Pour faire de l'IMO, faut quand même voir les quartiers, il faut voir comment ça vit. Ouais, et Dubaï, c'est une ville qui est assez, pour ça, qui est très facile à lire, je trouve. Tu peux venir en vacances à Dubaï une semaine et comprendre les situations géographiques des quartiers. Mais par contre, il faut du temps pour comprendre tel quartier est fait pour tel type de personne, tel quartier est fait pour tel type de personne, parce qu'il y a énormément de disparités. Ici, je sais pas, dans Paris, par exemple, c'est peut-être du simple au double, le prix au mètre carré, par exemple, ou les loyers dans le quartier le moins cher et dans le quartier le plus cher. Ici, c'est du x15, x20. Ouais, alors que, tu sais, vu sur Tour Eiffel, un appart sympa, c'est 40 000 euros du mètre carré, tu vois. Donc, mais bon, ici, c'est vraiment... ouais, on va en parler. De toute façon, on va en parler juste après. On va parler de tous les quartiers là-dessus. J'ai une petite question pour toi. Aujourd'hui, d'un point de vue global, c'est quoi ton objectif de vie? Qu'est-ce que tu veux comme lifestyle, ou c'est quoi ton objectif? Je sais pas si tu en as un. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours le même. J'avais dit que j'allais arrêter de travailler à 40 ans, donc j'ai un petit peu de retard. Parce que c'est toujours pareil. Tu sais, quand j'avais 25 ans, je me disais, dès que j'ai que 3 000 euros de revenus passifs, c'est bon, j'arrête, je suis en retraite, etc. Mais j'aimerais bien arrêter de travailler d'ici 3 ans. Et je verrai. J'ai investi dans une maison à Marrakech. Donc peut-être passer une partie du temps à Marrakech et entre Marrakech et Dubaï, j'aimerais bien. Après, j'ai 2 enfants, donc je suis obligée quand même de choisir un des deux pour me fixer une grande partie de l'année. Mais voilà, ce serait ça le plan. Continuer à faire du business, mais ne plus avoir une pression j'ai pas tellement de pression actuellement, pour être honnête, mais changer de boulot ou le faire de plus en plus calmement et me concentrer plutôt sur la famille, prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, moi, j'ai des investissements déjà qui sont j'ai des investissements à Dubaï. Je pense qu'on va continuer sur Marrakech aussi, donc ce serait de l'immobilier dans une grosse partie. Et j'ai un peu de bourse aussi, une partie de mon capital qui est investi sur des ETF, notamment parce que comme j'ai pas le temps de me former et de m'en occuper, je vais sur des choses assez passives. Et voilà, j'aimerais bien que ça vienne de ces deux investissements-là. Tu vois, moi, personnellement, c'est une question que je me pose. Tu vois, moi, mon objectif de vie, indirectement, alors oui, je l'ai atteint, tu vois, sauf que mes sources de revenus, elles sont pénibles. Et dans pénible, tu vois, l'immobilier, en tout cas pour moi, c'est pas du full passif, sauf si tu fais de la SCPI ou je sais pas quoi. SCPI, ouais, j'en ai aussi un petit peu. Mais c'est vrai que ça rapporte pas grand-chose, ouais. Ouais, alors après, bon, ça dépend combien tu mets dedans. Si tu mets énormément dedans, en fonction de ce que ça rapporte, ouais, mais le rendement, il est petit. Le rendement, pour moi, le rendement est haché. Enfin, ça dépend d'où tu en es dans ta vie, tu vois, mais bon. Et moi, mon enjeu, c'est de me dire, OK, alors peut-être que tu vas faire ça à un moment donné ou pas, c'est que là, je veux faire une grosse transition, tu vois. Je veux
Alors, la bourse, c'est du positif, mais du négatif. Hein. Tu vois, par exemple, sur les ETF, je sais pas lesquels t'as. T'as quoi, toi? T'as du... J'ai des trucs qui sont faits ici, une banque locale qui fait ses propres ETF et qui fait des arbitrages avec l'intelligence artificielle. Ok. Faudrait que tu me dises. Ça s'appelle comment ça? Wio. Wio? Ouais. Ok. C'est une néobanque et c'est miraculeux. Ah ouais, je vais regarder. Parce que l'enjeu, c'est, donc tu dois mettre... En fait, moi, ce que je me dis, c'est, en gros, mon niveau de vie, moi, que j'aimerais avoir, c'est 10 millions investis en bourse à plus de 10%, tu vois. La seule problématique de ça, c'est qu'à un moment, donc ça dépend comment tu couvres tes pertes potentielles, mais donc là, je suis en train de regarder ça, mais le marché peut quand même chuter de 40 à 50% en fonction de ce que tu as. Ouais. Donc, il faut juste être prêt à te dire, et on en parlera sur Dubaï aussi. Mais c'est ça aussi, c'est ça qui fait que la bourse, c'est un petit peu... Moi, jusqu'à maintenant, j'en ai jamais fait. Tu sais que ces ETF, là, c'est la première fois que j'en ai pris, c'est au mois de septembre. Parce que je me suis dit, il faut que je diversifie et j'ai envie de quelque chose de plus passif aussi. Après, je sais que toi, tu fais beaucoup de colocation, de choses comme ça. Et ça, c'est vrai que tu as du turnover, il faut quand même gérer les choses. Ici, à Dubaï, moi, les appartements que j'ai, ils sont loués à l'année parce qu'il n'y a pas d'histoire de fiscalité. Ici, il n'y a pas de fiscalité du tout sur les revenus locatifs et ton loyer, il est payé à l'année ou au trimestre. Donc, c'est ultra passif, par contre, pour le coup, ici. Oui, puis les lois, c'est pas les mêmes. Tu peux, si le gars paye pas... Il n'y a pas de squatter, il n'y a pas de... Donc ici, c'est très, très passif. Et à un moment donné, ces apparts, je les avais... Enfin, une partie de ces apparts étaient exploités en Airbnb. Et je faisais rien non plus, quoi. Je recevais mes virements chaque mois. Il faut juste contrôler qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Mais il n'y avait absolument rien à faire. Aujourd'hui, tu dirais que tu as combien... alors, qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans la vie? Je sais pas, je trouve que la vie est belle, c'est sympa de vivre à Dubaï, j'ai des enfants, j'ai un mari que j'aime, j'ai des amis, j'adore mon boulot, donc... Ouais. Mais t'arrives à avoir des tâches, mais c'est exactement ça, t'arrives à avoir des tâches où tu te dis, voilà, par exemple, quand j'ai un nouveau client qui arrive, s'il a tel profil, ça me donne de l'énergie. Par exemple, aller faire du paddle, ça me donne de l'énergie. Est-ce que t'as des tâches? C'est très... Alors moi, c'est pas les nouveaux clients, ça se fait pas, ils vont pas être contents. C'est plutôt les nouveaux projets. Ici, on est dans une ville qui se construit d'année en année. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a des choses extraordinaires. En ce moment, il y a Palm Jebel Ali qui est en train d'être commercialisé. Donc, c'est des projets pharaoniques. On a Dubai Island aussi, qui sont des îles artificielles avec un mall, avec des golfs, avec des villas de luxe, des appartements, des résidences de luxe, etc. Commercialiser ce genre de choses et voir la ville évoluer, c'est extraordinaire. C'est ça, en fait, qui te motive. C'est que tu vois des projets incroyables se créer. Tu participes à l'enrichissement aussi de tes clients parce que quand tu vois que tu vends quelque chose aujourd'hui et que 3 ans plus tard, ça vaut 50% de plus, 70% de plus, c'est incroyable. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'aime bien aussi, c'est j'ai vu une de tes vidéos YouTube où tu dis que aussi certains de tes clients ont perdu de l'argent et tu dis pourquoi. Donc ça, on en reviendra dessus parce que ce que j'aime bien, ce que j'apprécie, tu vois, par exemple, alors je vais pas dire exactement qui, mais une très très grosse SCPI en France. J'ai un peu côtoyé ces gars-là, donc ils pèsent plus de 400 millions et tout. Et dans leur discours, ils n'ont jamais perdu d'argent. Tu vois, dans leur discours, ils n'ont jamais fait un mauvais deal, etc. Alors qu'en réalité, il y a un risque à le faire. On peut perdre de l'argent. Et tu es totalement honnête avec ça aussi, parce qu'il faut garder quand même les deux côtés. Il faut quand même garder le côté où ça peut très bien marcher. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le plan de paiement? Tu nous as dit qu'il y avait donc peut-être de l'effet de levier avec du plan de paiement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche et pourquoi ça fait un effet de levier? Bien sûr. En fait, ici à Dubaï, quand tu achètes quelque chose sur plan, tu ne payes pas d'un coup, tu le payes pendant la construction. Et ensuite, tu as une grosse mensualité au moment de la livraison. Quand on part sur un plan de paiement à 50-50, par exemple, ça veut dire qu'on va payer sur la première, à la réservation 20%. Puis ensuite, on va verser à peu près 10% par an sur 3 ans de construction. Ça varie en fonction des projets, mais c'est à peu près ça la moyenne, je dirais. La norme. Donc 50, 10, 10, 10, donc en fait, 30. tu fais 30, donc 20, 20. 10, 10, 10. Donc, arrivé à la veille de la livraison, tu as payé 50% de la valeur de ton bien. Okay. Sauf qu'ici, en fait, sur les endroits premium qui sont en devenir, tu peux avoir des prix, des hausses de prix au mètre carré entre le moment où c'était un terrain vague et le moment où c'est devenu un petit Beverly Hills. Ton bien, potentiellement, il a pris, 40-50% en seulement 3 ans. Mais toi, tu as payé seulement 50% de ton bien. Donc, quand ton bien, il a pris 40% et que toi, tu le revends à ce moment-là, en réalité, sur la somme que tu as engagée, tu as fait 80% de return on equity. Ce qu'on appelle le return on equity, c'est le retour sur la somme engagée. Ouais. Donc ça, c'est assez spectaculaire. C'est très clair, sachant que ça, en fait, c'est le système un peu... alors, je ne sais pas si je m'embarque dans un truc. C'est un peu le système finance islamique, parce que
En fait, dans les finances islamiques, normalement, on ne doit pas faire d'emprunt. Et en fait, c'est la méthode qu'ils ont trouvée un peu pour... Non, pas du tout, parce non que ici, Ok. tu as des banques qui sont pas... Tu as des banques islamiques et tu as des banques classiques. Donc ici, tu as de l'intérêt. C'est un peu une idée reçue, effectivement. Ici, il y a de l'alcool, il y a du porc, il y a... Il y a plein de choses qui ne sont pas conformes avec l'islam. Et dans le business aussi, oui, on essaye toujours de faire du business de façon éthique et saine, mais le crédit existe. Et les plans de paiement, c'est un autre système. Il y a aussi des plans de paiement, ce qu'on appelle du post-handover payment plan, mais c'est de plus en plus rare, où on continue de payer après la livraison. Et ça aussi, ça crée un effet de levier très intéressant. On reviendra dessus tout à l'heure quand ça sur la partie Dubaï. Il te faut combien pour vivre à Dubaï ? J'ai fait le calcul, il faut environ 150 000 euros par an. Alors, 150 000 euros par an, dans ton cas, c'est ça ? Ouais, dans mon cas. Ou par personne. Alors, si tu as fait plusieurs calculs, si moi je suis célibataire seul, tu le sais ? Non, pas forcément. Si, je pense qu'avec 30 000 dirhams par mois, t'es bien. Alors, avec 30 000 dirhams ça par mois. Ça fait 8 000 euros à peu près 8 000 euros. Par mois, ouais. Donc, si je gagne 8 000 euros par mois, là, qu'est-ce que j'ai comme niveau de vie ? J'ai un niveau de vie équivalent à quoi ? T'habites à Downtown, tu loues un one bedroom dans un quartier comme Downtown ou Marina. Ok. Tu as un poste de cadre, tu as une voiture, tu sors 2-3 fois par semaine au restaurant, tu fais du sport. Voilà, ça va être ça ton lifestyle. Tu peux faire du shopping, tu peux partir 3-4 fois par an en vacances. Ok, super, ça c'est très précis. Hein. J'adore, c'est très précis. Du coup, après, on passe à un lifestyle qui est plutôt, on va dire... alors, si je veux très bien vivre à Dubaï, est-ce que tu l'as celui-là ? Franchement, c'est compliqué parce que ça dépend d'où tu... Ouais, parce qu'ici, il y a des gens qui vont dans des restos et qui se prennent une bouteille de champagne et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon lifestyle, donc je sais même pas combien ça coûte pour te dire. Mais c'est nos limites, en fait, ici à Dubaï. Tu peux... avoir du service un peu... Et il n'y a pas de jugement. C'est ça, c'est qu'en fait tout dépend. Le service c'est pas du tout cher ici, donc ça t'as pas besoin de gagner un super gros salaire pour pouvoir t'offrir une personne qui va te faire ton repassage, ton ménage. Ça c'est pas cher du tout. Par contre, ce qui coûte cher ici c'est vraiment les sorties. Le loyer c'est ton plus gros poste de dépense, mais justement ça tu peux t'arranger. Mais surtout c'est les sorties, dans des clubs, des boîtes de nuit, etc. Et ça coûte hyper cher. Donc soit si tu pars en mode n'importe quoi, là, il va falloir beaucoup d'argent. Et du coup, pour ton lifestyle à toi, est-ce que tu peux décrire ton lifestyle ? Et du coup, tu as dit que c'était 150 000 à l'année, c'est ça ? Donc moi, j'ai 2 enfants. Donc, le plus gros poste de dépense ici, c'est ton loyer. Mais ça, ton loyer, c'est quelque chose sur lequel tu peux... capitaliser, quoi. Potentiellement. Ouais, et puis tu peux aussi te dire, je prends un appartement de 2 chambres dans un quartier pas très cher et je mets les 2 enfants dans la même chambre. Moi, j'habite en villa en bord de mer. J'ai une villa de 4 chambres. Donc, c'est cher. Ouais, voilà, donc ça, c'est un petit peu cher. T'es propriétaire, du coup ? Non, pas du tout. J'habite dans un endroit où tu peux pas acheter. D'accord. Tout le quartier de Jumeirah à Dubaï, c'est réservé aux ressortissants du Golfe. D'accord. Donc, moi, j'habite là parce que j'adore ce quartier. Et après, j'ai mes investissements dans d'autres quartiers de Dubaï. Okay. Et ce sont ces investissements-là qui me payent mon loyer et une partie de ma vie. Oui, ok. Surtout qu'en fait, ici, tu n'as aucun intérêt à être... tu as moins d'intérêt d'être propriétaire de ta résidence principale, finalement, ici. Parce qu'en France, un des gros trucs, c'est quand même... pour la plus-value, tu veux dire ? C'est la plus-value des fiscalisations. Mais en fait, ici, vu que... Ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, etc. Mais bon, après, en France, être propriétaire, c'est quand même... À part cette économie que tu vas faire sur ta plus-value le jour où tu revends, tu as quand même beaucoup de... Je sais pas, la taxe foncière, les trucs... Je sais pas, ça se discute. Moi, je suis de la religion, ne jamais acquérir sa résidence principale toute sa vie le plus possible. Vraiment, à la fin... Faire ça à la fin, si tu as envie, si ça te sécurise. Mais je trouve qu'il faut investir massivement. Ouais, moi je vois tout à fait. Oui, effectivement, toi, de toute façon, oui, parce que tu as besoin de ton cash pour faire ça. Et du coup, toi, tu me disais, donc par mois, tu as dit 150 000 à l'année, donc par mois, c'est quoi ? C'est 12... Ouais, à peu près 12 000 euros. 12 000 euros, ouais. Plus gros poste de dépense, ça va être ton loyer, en général. T'as combien de loyer, là, par exemple ? Moi, j'ai 3 500 euros de loyer par mois. 3 500. Après, je pense que c'est tes enfants, non ? Après, c'est les enfants, c'est l'école. Les écoles ici, c'est à peu près 10 000 euros par mois, entre 10 et 15 000 euros par an et par enfant. Donc, tu as 2 000 euros d'école ? Ouais, à peu près.
Ok. Et après, c'était sorti, l'essence de la voiture, l'assurance. Il y a plein de petits frais, en fait, au final. L'alimentation, resto, etc. Et ce que j'ai gardé, en gros, on avait dit quoi, à peu près 12 000 euros par mois. Ouais. Il y a 5 000 ou 6 000 qui part dans les charges fixes, vraiment, loyer, école des enfants, etc. Et les 6 000 qui restent, c'est à deux, en fait. Ça fait 3 000 euros par personne sur le quotidien. Ok, très bien. C'est très clair, super. Je te remercie vraiment pour la transparence. Parce que j'avais fait le calcul de ça, donc j'ai les chiffres en tête. Non, mais ça permet de se projeter, etc. Comment tu vois l'avenir un peu parce que du coup, alors tu es peut-être biaisé aussi, parce que du coup, tu vois beaucoup de personnes qui ont envie de sécuriser en venant à Dubaï. Mais de façon un peu plus globale, toi, comment tu vois l'avenir un peu US, Chine, Europe, Dubaï? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Alors, US-Chine, c'est compliqué parce que là, on est juste au lendemain de l'attaque de Trump, du Venezuela, etc. Donc, on a un peu l'impression que tout va partir en vrille dans le monde dans les mois qui viennent, semaines peut-être. Donc, entre la Chine, la Russie, etc., enfin, un niveau macro géopolitique, on voit que ça va bouger. Il va y avoir des frictions là, dans les semaines qui arrivent. L'Europe, pour moi, ils font même plus partie de l'équation. Ouais. Aussi bien d'un point de vue diplomatique que d'un point de vue économique. Diplomatique, personne n'écoute ce qu'on a envie de dire, même si on essaye même pas, mais même des fois quand il y a quelqu'un qui essaye de dire quelque chose, de toute façon, il est complètement ignoré par le reste du monde. Et économiquement, le fait que l'Europe a été désindustrialisée déjà il y a quelques dizaines d'années et qu'on a du mal à innover, on est un peu à la traîne, on n'est même plus... économiquement, on n'est plus du tout compétitif. Au niveau de l'immobilier, etc., pareil, ça stagne. Donc, je ne vois pas d'avenir beau et rayonnant pour l'Europe d'un point de vue économique, même si ça peut être toujours très agréable d'y vivre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Après, le Moyen-Orient a vraiment un coup à jouer, justement, sortir son épingle du jeu. Par rapport à tout ce contexte-là. Comme tu disais, Dubaï, avant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que c'était perçu comme quelque chose d'assez risqué et exotique. On allait investir, c'était un peu comme les cryptos, on allait investir une partie de son capital, mais pas se mettre all-in sur le Moyen-Orient. En fait. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est devenu une valeur refuge, comme tu disais. Quand ça part en vrille un petit peu aux US, en Europe, en Chine, etc., on vient mettre ses fonds à Dubaï parce qu'on sait que c'est assez stable. C'est un peu la Suisse du Moyen-Orient. Et Dubaï, c'est une ville qui se nourrit un peu justement de l'instabilité générale. Quand il y a eu le Covid, ça a fait exploser Dubaï. Ensuite, il y a eu les Russes et les Ukrainiens, etc. Donc je vois pas, vu que je vois pas de stabilité se profiler dans le monde, je pense que Dubaï va continuer de bénéficier de tout ça. On passe sur notre partie un petit peu business. Alors, on va répondre très rapidement parce qu'après, on se fait un méga focus sur Dubaï. J'ai trop de questions pour toi. À quel moment tu t'es dit que tu voulais te lancer en business et tu t'es dit, OK, je vais faire ça comme boulot? Après le Covid, moi, je bossais pour Disney à cette époque-là. Donc, c'était un boulot ultra corporate. Covid, je suis restée 2 ans à la maison. Parce que grosse boîte américaine, ils étaient en mode... ici, tout était ouvert, en fait, depuis des années. Enfin, depuis des mois. Et nous, on bossait à la maison. Donc, moi, je me sentais en prison chez moi. Le monde du corporate ultra politique, je supportais pas. Et de toute façon, je pouvais pas survivre dans cet environnement. Donc, je me suis dit, j'arrête. Et j'avais 0 plan B, en fait. Encore une fois, tu disais, je pense que je dois avoir une confiance en moi énorme, mais j'avais 0 plan B. Je me suis dit, je trouverai un moyen, c'est pas grave. Et à cette époque-là, je faisais déjà de l'immobilier, j'avais déjà ouvert ma boîte, mais c'était un side business. Mais je pensais pas que les Français étaient prêts. Je pensais pas que ça pouvait être un full-time job, en fait, de vendre de l'immobilier à des Français à Dubaï. Et en fait, pas du tout. J'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai commencé à faire des posts LinkedIn et j'ai eu énormément de demandes et ça a marché tout de suite. Donc, ça a été un concours de circonstances. Concours de circonstances. Est-ce que tu peux me parler juste d'un moment où tu doutes vraiment et où tu te dis où tu es vraiment stressé, tu dis que ça ne va pas le faire? Est-ce que tu en as eu dans ta vie? Par rapport à mon boulot? Globalement. Ouais, quand j'ai quitté Disney, j'avais un très bon salaire. J'étais le plus gros salaire de la maison. Ici, quand tu vois, ça va très très vite. Quand on a des gros salaires ici à Dubaï, donc quand tu gagnes bien ta vie, c'est tout à fait confortable. Mais le jour où tu arrêtes, il n'y a plus rien qui rentre. C'est l'hémorragie, en fait. Donc, je me suis dit... je suis en train de quitter un boulot comme ça. C'est statutaire aussi, ce genre de job. Et d'un seul coup, je vais être femme au foyer et on va vivre sur un salaire, toute la famille. Donc là, j'ai vraiment eu peur.
Et j'ai mis plusieurs années à prendre la décision, même si j'étais pas heureuse depuis plusieurs années dans mon boulot, mais je le faisais pas parce que je me disais, je sais pas ce que je vais trouver derrière. Donc c'est le moment où j'ai le plus stressé, ouais. Et je me suis même dit, ça peut compromettre ma vie à Dubaï, on va peut-être être obligé de partir parce qu'on n'a plus le moyen de rester ici. C'était quoi tes déclics en business? Des trucs que tu as compris, tu te dis, ah merde, putain, ouais, c'est vrai, ça t'a fait un déclic, quoi. Je sais pas. On parlait tout à l'heure du marketing. Moi, comme j'ai commencé comme ça, un peu avec mon entourage, bouche à oreille, etc. J'ai vécu comme ça sur ce modèle-là pendant plusieurs années, et ça fonctionnait très bien. J'étais très contente. Et à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, partenaire business avec qui je me suis associée, qui lui est un petit génie du marketing digital. Et c'est là qu'on a lancé la chaîne YouTube, qu'on a commencé à gagner en visibilité, etc. Et c'est un autre monde en fait. Ça a été un déclic de fou. Parce qu'en fait, de par ma génération, tu dis on n'est pas vieux, mais quand même, j'avais pas conscience de l'impact de la visibilité. Enfin, je me disais, c'est pas possible en fait. Que ça marche autant, quoi. Ouais. Alors que si. Ouais. Là, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce qui t'a fait ton évolution? Tu penses le truc qui t'a vraiment le plus fait marcher pour faire 100% de croissance? Ouais, c'est ça. C'est le lancement de la chaîne YouTube. Okay. Au début, j'ai commencé avec du bouche à oreille. Après, j'ai fait une vidéo avec une youtubeuse locale ici qui a une grosse audience en France. Donc ça m'a fait gagner. Ensuite, j'ai fait la martingale aussi. Je sais pas si tu... T'as fait la martingale? Ouais. J'ai même pas vu que tu avais fait la martingale. Ouais. Ça a dû beaucoup aider, ça. Et ça a énormément aidé avec des profils ultra qualifiés, ultra quali. Et ensuite, quand on a lancé la chaîne, c'était... Parce que chaque fois, ces choses-là, ça met des pushs, en fait. Donc, c'est très bien. Pour venir sur... c'est lié à ton business. Là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vends le plus? Le truc que tu vends le plus à des expats plutôt français, du coup. C'est quoi le produit que tu vends le plus? Le produit que je vends le plus, ça va être one bedroom, 2 bedrooms, dans des endroits émergents, mais à vocation à être très premium, ou des townhouses. Ce qu'on appelle des townhouses, c'est des petites maisons à destination des familles dans des grands lotissements très familiaux. Ok. Top 5 des raisons pour venir à Dubaï. Top 5, ça va être difficile d'en sortir 5, mais je dirais la sécurité, la fiscalité, la vie en famille, la qualité de la vie en famille et les opportunités professionnelles. Ok. Top 5 des raisons de ne pas venir à Dubaï. De ne pas venir à Dubaï. Si on a un profil, un boulot manuel, par exemple. Ici, c'est des boulots. En France, c'est top. Parce que t'es plombier en France, tu peux faire beaucoup d'argent, t'es à ton compte, etc. Ici, l'équivalent, pas du tout. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui ont une super qualité de vie en France avec ce genre de boulot, ou infirmière libérale et genre plombier. En France, ils gagnent très bien leur vie. Et ici, ces boulots-là, pas du tout. C'est pas du tout valorisé. Et du coup, t'auras pas du tout la même vie. Donc, je dirais, voilà, si t'as un boulot comme ça, manuel, faut pas venir à Dubaï. Si on cherche une vie vraiment tranquille, en mode fonctionnaire, j'ai pas envie d'être condescendante. C'est pas condescendant du tout, mais on aime bien faire son 9h, 5h, RTT... c'est pas l'ambiance, non. Et sinon, franchement, je vois pas. On me demande souvent les downsides de Dubaï. Moi, j'en vois pas tellement. Il faut être conscient que oui, on n'a pas de couverture sociale, on n'a pas de retraite, on n'a pas de chômage. Ton assurance santé, c'est toi qui te la payes. Mais c'est pas forcément. Pour moi, ça, c'est pas un inconvénient. En fait, c'est juste un mindset différent. Alors, je peux t'en rajouter si tu veux. La pollution, un peu, non. Pollution, j'ai l'impression, moi je suis là depuis 3 semaines, tu vois, 3-4 semaines. Et t'as du mal à respirer. Non, en fait, le matin, je regarde, je vois la distance et je me dis, tiens, ça a l'air pollué. Je regarde du coup sur mon téléphone et là, c'est rouge. Ouais, moi je m'en rends pas compte. Okay. C'est pas quelque chose que je regarde, mais effectivement, t'as raison. J'ai entendu j'ai des connaissances qui sont asthmatiques et tout et qui me disent, la qualité de l'air, c'est horrible et tout. Donc, effectivement, ça, oui. Peut-être c'est aussi victime de son succès, un peu comme à Bali, mais moins qu'à Bali, le trafic peut-être à un moment. Là, après, ça dépend quel est ton niveau de vie, comment tu vis. Après, moi, je suis pas dans les. Je trouve que déjà, j'ai pas des horaires, j'ai des horaires un peu décalés, etc. Donc, j'en souffre pas trop. Et je trouve que comparé à Paris, moi, j'ai toujours vécu en région parisienne. Paris, c'est fini. Donc, ça ne choque pas. Voilà, si tu compares Parce Paris, que si tu compares à toutes les mégalopoles mondiale, je sais pas, tu vas à Hong Kong, tu vas à New York, tu vas à Paris, tu vas à Londres, c'est pareil. Donc ça, je le compte pas comme un inconvénient. Je trouve que c'est normal. Alors, là, on va directement faire, donc il nous restait 10 minutes tout à l'heure, peut-être qu'il nous reste 5 minutes. Ils vont Ok, disons que, alors moi je t'appelle, alors on va juste faire un fast track dessus. Si j'ai 100 000 euros en cash, est-ce que je peux investir à Dubaï? Ça dépend de ta capacité d'investir, de ta capacité
d'épargne. Parce que si tu as 100 000 euros, ça peut te faire effectivement un acompte pour rentrer sur un projet sur plan. Donc, si tu es capable de trouver encore 100 000 euros supplémentaires dans les 3 prochaines années, oui, dans ces cas-là, tu peux. Si tu as 100 000 euros, mais que tu n'es pas capable d'aller trouver l'autre partie, non, tu peux rien faire. Peux pas. Sur 100 000 euros, là, j'arrive, je te vois, on fait un deal, je peux gagner combien si je fais un bon deal, je gagne combien sur 100 000 balles en 3 ans? En 3 ans, tu peux gagner 30 000 euros. 30 000 euros en 3 ans, donc il faudrait faire les calculs par année, mais ça fait du quoi? Ça fait du 10%. Ça fait du 10%. 12%. 10, Moi, 12%. je suis ultra conservatrice, attention. Mais ouais. Donc, conservatrice, ça fait 30 000 balles. Si on est un peu, toi, très beau deal, ce serait quoi un beau deal pour toi? Tu dis, ouais, j'ai fait un... Ouais, tu peux avoir 60, tu peux avoir le double. Parce que tu peux partir du principe que en achetant... Après, sur 100 000 euros, c'est pas un bon exemple. Oui. Parce que 100 000 euros, tu vas avoir des petits studios dans des quartiers un peu secondaires. C'est pas sur ça que tu fais de la plus-value. C'est plutôt... on peut refaire le même calcul, mais sur 500 000. On va y arriver, c'est juste après. Ouais. Sur 100 000 euros, par contre, si je me plante, ça peut arriver. Par exemple, il y a certains de tes clients, ça n'a pas marché, ou d'autres personnes, parce que moi, je connais des gens qui ont perdu beaucoup d'argent de d'ailleurs. Si je me plante, je perds quoi? Je perds combien? Tu peux perdre 20%, 30%. Ouais, si j'arrive pas à payer le dernier paiement, si je loupe une échéance, je perds tout? Non, tu peux... si c'est le dernier paiement, c'est celui qui correspond à la livraison, là, tu peux faire appel à un crédit bancaire. Parce que le bien est livré et du coup, tu as un collatéral que la banque peut utiliser en garantie. Ici? Ouais, okay. Même si tu n'es pas résident. Ok. Si je loupe un paiement avant? Par contre, si tu loupes un paiement avant, oui, là, on peut te saisir ton bien et tu perds toutes les sommes que tu as versées avant. Voilà. Donc ça, il ne faut surtout pas que ça arrive. Ça, faut avoir le risque. Donc, attention, si vous voulez gamble avec 100 000 balles, faites attention avec ça. Ok, j'ai 500 000 balles. Alors, je vais te poser les questions après. 500 000, je pense que je vais passer à 1 million, peut-être. C'est quoi les grosses différences? 500 000, j'ai une différence. Est-ce que 1 million d'euros, j'ai une grosse différence par rapport à 500 000 ou pas? Ouais, 500 000, tu vas pouvoir acheter un one bed, donc un appartement, une chambre, dans un quartier émergent où tu peux aller chercher peut-être 30% de plus-value à la livraison. Mais si toi, tu revends avant... si tu es sur un plan de paiement 50-50, comme on l'a expliqué, en fait, tu prends 60% de retour sur la somme investie. Si tu as 1 million, tu peux aller chercher, soit tu peux en prendre 2, comme cela, et puis du coup, en revendre un, ça va te servir à financer le deuxième. Et du coup, derrière, si tu le gardes, tu vas avoir un rendement qui va être génial, parce qu'ici, on a des rendements à peu près aux alentours de 7% net. Donc, si tu as utilisé le financement du deuxième pour le premier, du coup, ça te fait augmenter ton rendement locatif. Ou alors, tu peux acheter une townhouse. Les townhouses, comme on disait tout à l'heure, en fait, comme la population familiale est celle qui croît le plus vite ici à Dubaï, et que la plupart des projets qui sont lancés sont des buildings avec des one bed, des studios, des 2 beds. Du coup, tout ce qui est petite maison 3-4 chambres, il y a une demande qui est énorme. Et avec 1 million d'euros, tu peux en acheter une 4 ou 5 chambres même, ça dépend des programmes. Et là, tu fais des plus-values super intéressantes, et c'est des produits qui sont hyper résilients sur le long terme. C'est-à-dire dans 20 ans, ça vaudra toujours la même chose et ton rendement sera toujours aussi bon. Versus les appartements, tu as un peu une obsolescence des quartiers, je pense que tu as remarqué. Il y a des quartiers qui sont the place to be ou qui étaient the place to be il y a 15-20 ans, et aujourd'hui, c'est passer à autre chose au profit de nouveaux quartiers. On m'a proposé pour 1 million d'euros d'acheter pour 5 millions un étage d'une tour avec plusieurs appartements et potentiellement de les revendre d'ici 3 mois et de faire 500 000 balles de bénéfices. Donc en fait, j'achète pour 5 millions d'euros quelque chose qui en vaut 5 millions parce que j'ai un discount de 10%. Parce qu'indirectement, ça permet au promoteur de réellement se financer, parce que là, mon cash n'est pas comme... Sur le escrow, il n'est pas sur le compte séquestre. Il n'est pas sur le compte séquestre. Alors ça, c'est pour tout le monde, parce qu'il y a eu la crise de 2008, beaucoup de changements qui ont eu lieu à Dubaï pour essayer de purifier le marché, qu'il n'y ait pas de grosse crise. Et du coup, en faisant cette technique, je permets au promoteur d'avoir acheté du cash, en gros, pour qu'il réussisse à sortir de la tour. Et moi, ça me permettrait normalement, en 3 mois, de faire 500 000 balles. Est-ce que ça, tu penses que c'est un bon truc, ou est-ce qu'en termes de niveau de risque ou niveau... c'est un niveau de risque qui est maximum, parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas signer avec le développeur une underlying letter qui fait que lui, en gros, il n'enregistre pas ton bien auprès de Dubai Land Department. Et c'est pour ça que toi, tu vas pas payer les frais de 4% qui sont les frais d'enregistrement, mais si à l'issue des 3 mois ou 2 mois, je sais pas quel est l'accord que tu as avec eux, t'arrives pas à te libérer des appartes, et du coup il va devoir les enregistrer, et toi t'as levé 5 millions, enfin t'as 5 millions de dettes, quoi. Ouais, j'ai 5 millions de dettes qu'il faut que je paye avec mes assurances, etc. Donc ça, c'est ultra risqué. Donc ça, nous, on le fait avec des investisseurs, mais c'est des gens qui ont la capacité d'aller au bout au cas où il y a un couac. Si toi, t'as pas la capacité, c'est chaud quand même. Entre acheter un appart à 5 millions à Paris en résidence principale ou faire ce type d'opération, tu ferais quoi?
ce type d'opération. Voilà. Est-ce qu'il y a des gros changements entre 1 et 5 millions? 5 millions, tu conseilles autre chose si j'ai 5 millions cash? Ah ouais, 5 millions, tu peux aller acheter un penthouse, tu peux aller acheter des villas. Alors moi, je ne conseille pas d'aller acheter un bien à 5 millions, mais plutôt aller sur des biens qui sont à 2 millions de dirhams, des villas individuelles, par exemple, dans des compounds de luxe qui vont coûter 8 millions de dirhams, donc 2 millions d'euros, et plutôt aller acheter ce genre de choses, parce qu'il y a des plus-values incroyables. Moi, j'ai des amis, donc c'est pas des légendes urbaines, c'est vraiment des amis qui ont fait x3 sur ce genre de choses en 7 ans. Alors, il faut aussi dire à tout le monde, là, on a connu une croissance un peu exceptionnelle de Dubaï. Là, les 10 dernières années, c'était fantastique. Pas les 10, les 5. Les 5 dernières années, encore plus fantastique. Ouais, parce que 2018, 2019, etc., c'était pas terrible. Et c'est vraiment le Covid qui a relancé Dubaï. On est à combien de temps de Paris pour tout le monde, ceux qui ne sont pas venus? 6 heures, entre 6 heures et 7 heures, je crois, ça dépend de l'aller ou au retour. Question rapide, je vois qu'on s'agite autour de moi. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire du locatif à Dubaï? Ça vaut le coup, mais on fait beaucoup plus d'argent sur de l'achat-revente. D'accord. Donc on en a un peu parlé de l'acquisition sur plan. En 3 mots, comment ça marche si je veux acheter un appart sur plan? Déjà, tu peux le faire à distance. Tu n'as pas du tout besoin d'être sur place. Une fois que tu as choisi ton bien, tu envoies ton passeport et tu bookes l'appartement avec un petit paiement que tu peux faire en carte. Et ensuite, ça te laisse une dizaine de jours pour envoyer le premier paiement par virement. Ça sera 24%, c'est-à-dire 20% du capital plus 4% de frais d'acquisition. Et ensuite, tu suis le calendrier de paiement comme stipulé dans le contrat. Et à partir de 30 ou 40% de financement, tu peux revendre. Comment je fais pour envoyer 500 000 balles à Dubaï sans me faire pister par le fisc français? Tu peux faire un virement bancaire. En réalité, tu as le droit. À partir du moment où toi, tu as payé tes impôts, tu as le droit d'acheter un appartement à l'étranger. Est-ce que tu as eu beaucoup de contrôles fiscaux pour des personnes qui ont fait des investissements ou pas plus que la norme? Pas plus que la norme. On y est. Pourquoi les gens ils perdent de l'argent à Dubaï en faisant des investissements? En général, c'est quand ils changent de stratégie. Quand on investit justement sur des projets en devenir et que le but, c'est de revendre quand le quartier est mature et a pris beaucoup de valeur et qu'on est un peu en distress à un moment donné, on ne peut plus payer, comme tu disais, qu'on est pressé, on est obligé de revendre en dessous du prix auquel on l'a acheté parce qu'on n'a pas le choix, sinon on perd tout. Alors, il faut investir où en 2026 en fonction du type d'invest? Ça dépend de ton budget, mais je dirais... Sur 500 000. Je dirais il y a 3 stratégies phares. Bord de mer, parce que ça représente seulement 8% de tout le marché immobilier global. Et plus la ville va grossir, plus cette proportion va rétrécir. Acheter central, donc du Creek Harbour, Downtown, Meydan, etc. Ou acheter des townhouses et des villas, parce qu'il y a une pénurie énorme sur le marché. Fitch prévoit qu'il y ait moins 20% à Dubaï. Alors, il faut regarder l'étude en détail. J'ai juste les informations larges. T'en penses quoi? Moins 20% sur le prix de l'IMO. Ici, nous, on a une blague par rapport à ça. On dit, ça, c'est ce qui se passe quand tu laisses le stagiaire faire l'étude de marché sur un marché qu'il ne connaît pas. Moi, j'y crois pas du tout. Fitch s'est déjà trompé dans le passé. Je dis pas qu'il va pas y avoir une correction. Je pense qu'il va y avoir une correction parce que tu peux pas prendre 20% par an indéfiniment. Ceci dit, la population augmente, la demande augmente. Il y a des zones qui vont souffrir parce qu'il y a de l'oversupply et parce que c'est des zones un peu bas de gamme. Mais je pense que les zones qu'on a décrites tout à l'heure, type Central Dubaï, maison et bord de mer, ça a continué de monter. Qui sont les meilleurs promoteurs à Dubaï pour le moment? Parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas, ceux qui délivrent bien là selon toi. Alors déjà, il y a les développeurs gouvernementaux, Nakheel, Meras, semi-gouvernemental Imar, qui a construit Dubaï Creek Harbour, Downtown, etc. C'est pour ça que les tours, elles s'appellent Imar. Okay. Ouais. C'est semi-gouvernemental, c'est pas 100% public. Nakheel, c'est celui qui a construit La Palme et Dubai Island. Donc ça, c'est des développeurs qui sont très solides. Et en développeur privé, il y a Ellington, qui est très bon, Omniat, Beyond, voilà, il y en a plusieurs. Très clair. La population, on était, de ce que j'ai compris, 2 millions à peu près en 2010. Là, on est 4 millions. Est-ce que tu penses qu'on va... Et il y a prévu 5 millions pour 2030. Est-ce que tu crois que ça va se passer? Plus que ça. Pour 2030, c'est 8 millions. Ah, 8 millions. Alors, les chiffres que j'ai ne sont pas forcément... Est-ce qu'on pense que ça va le faire? Ouais, pour l'instant, on est on track, comme on dit. On gagne à peu près 5% de la population par an. Et vu la situation dans le monde, je pense que ça va continuer sur cette tendance. Je te remercie. Est-ce qu'il y a une dernière question que j'aurais dû te poser sur Dubaï? Vas-y. Dis-moi, est-ce qu'il y en a une que j'ai loupée? Normalement, on doit être assez complet. Souvent, les gens demandent est-ce que ça va encore le coup d'investir à Dubaï? Ça va monter, Est-ce que ça va encore le coup? Oui, mais pas n'importe où. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Du coup, on peut te retrouver où? Sur YouTube, la chaîne L'Agence Dubaï.
Ok. Ou sur Insta, l'agence Dubaï également. Super. Je te remercie. Vraiment très instructif. On a mis un peu la pression sur la fin. Je te souhaite le meilleur. Et puis j'ai hâte de faire un projet avec toi pour qu'on puisse en parler. Merci. Toi aussi. À très vite.